L'histoire de Steven Stenney a commencé le 4 décembre 1972 dans le quartier ouvrier tranquille de Merced, en Californie. Steven, 7 ans, rentrait de l'école à pied, un trajet qu'il avait fait des centaines de fois, lorsqu'une voiture de couleur claire a ralenti à sa hauteur. L'homme à l'intérieur était Kenneth Parnell, un réceptionniste de nuit de 41 ans qui dégageait un air d'inoffensivité. Parnell n'a pas utilisé la force, il a utilisé une gentillesse trompeuse. Il a montré à Steven une pile de tracts religieux et a prétendu qu'il collectait des dons pour une église locale. Il a demandé si les parents de Steven étaient à la maison, et quand le garçon a répondu par la négative, Parnell l'a invité dans la voiture, promettant de le ramener chez lui après avoir fait une course rapide pour l'église. Steven, élevé pour être serviable et poli, est monté dans le véhicule, et les portes se sont verrouillées derrière lui. En quelques heures, il était conduit au plus profond des montagnes escarpées et isolées du comté de Mendocino, loin de tout ce qu'il connaissait. Ce qui s'est passé ensuite a été une leçon magistrale de manipulation psychologique. Parnell n'a pas gardé Steven dans une cave ou enchaîné. Au lieu de cela, il a construit une cage faite de mensonges. Il a commencé une campagne acharnée de gaslighting, disant au jeune garçon que ses parents s'étaient lassés de lui, qu'ils étaient dépassés par le coup de son éducation et qu'ils l'avaient officiellement et légalement donné à Parnell. Pour un enfant de 7 ans, l'idée de document juridique est absolue. Parnell a même changé le nom du garçon en Denny Parnell, lui disant que Steven n'existait plus. Ce n'était pas seulement un enlèvement, c'était une adoption forcée par un prédateur. Au cours des 7 années suivantes, ils ont déménagé d'un parc de caravanes délabré à un autre à travers le nord de la Californie. L'aspect le plus effrayant de cette affaire est que Steven vivait à la vue de tous. Il était inscrit dans les écoles locales. Il avait une vie sociale. Il jouait avec d'autres enfants dans les quartiers où il vivait. Pour les enseignants, les voisins et les camarades de classe, Kenneth Parnell était simplement un père célibataire élevant un fils un peu calme et maladroit nommé Denny. Le poids psychologique de cette prison invisible ne peut être surestimé. Steven a atteint un âge où il était physiquement capable de maîtriser Parnell ou simplement d'entrer dans un poste de police à tout moment. Il a même eu une petite amie qui s'est souvenue plus tard qu'il semblait troublé mais n'avait jamais parlé de son passé. La raison pour laquelle il est resté était la conviction profonde qu'il n'avait plus de foyer où retourner. Parnell l'avait convaincu que la police ne le cherchait que pour l'emmener dans un endroit pire, ou que ses parents le rejetteraient à la porte. C'était un garçon qui menait une double vie, un adolescent normal le jour, et la victime d'un prédateur manipulateur la nuit. Alors que Steven entrait dans le milieu de l'adolescence, la dynamique a commencé à changer. Il grandissait et devenait plus rebelle, et Parnell, sentant que son fils devenait plus difficile à contrôler, a décidé qu'il avait besoin d'un remplaçant. En février 1980, Parnell a enlevé Timmy White, 5 ans, dans une rue d'Ukiah. Lorsque Parnell a ramené le petit garçon terrifié à la cabane et a commencé à lui raconter exactement les mêmes mensonges qu'il avait racontés à Steven, que ses parents ne voulaient plus de lui, et cela a agi comme un catalyseur violent pour les souvenirs refoulés de Steven. Voir le cycle recommencer sur un enfant sans défense a brisé les murs mentaux que Parnell avait passé des années à construire. Steven a réalisé que s'il n'agissait pas, la vie de Timmy serait effacée tout comme la sienne l'avait été. Pendant plusieurs semaines, Steven a protégé Timmy du mieux qu'il pouvait, et dans la nuit du 1er mars 1980, alors que Parnell travaillait dans un hôtel local, Steven a vu sa chance. Il a pris Timmy par la main et s'est enfui dans la nuit. Ils ont fait de l'autostop pendant des kilomètres, pour finalement être déposé dans la ville d'Ukiah. Steven est entré dans le poste de police avec l'enfant de 5 ans et a prononcé la phrase qui allait choquer le monde « Je suis parti depuis longtemps. Je pense que je m'appelle Steven Stenney ». Les suites de l'évasion n'ont pas été le conte de fées dépeint par les médias. Steven est revenu dans une famille qui était figée en 1972. Ses parents voyaient un enfant de 7 ans dans leur esprit, mais devant eux se tenait un inconnu de 14 ans qui fumait, jurait et avait enduré des années de traumatisme qu'ils ne pouvaient pas commencer à comprendre. La famille a eu du mal à communiquer, et le récit du héros créé par la presse a exercé une pression impossible sur Steven pour qu'il soit parfait. C'était un garçon qui avait manqué les années les plus formatrices de son éducation et de son développement social. Bien qu'il ait fini par trouver une certaine stabilité, se mariant et devenant père de 2 enfants, sa vie a été tragiquement interrompue en 1989 lorsqu'un chauffard en délit de fuite a percuté sa moto. Il est mort à seulement 21 ans. Cependant, l'ombre de l'enlèvement s'est étendue encore plus loin, dans une direction sombre et inattendue. Pendant que Steven avait disparu, son frère aîné, Cary Stenney, avait vécu dans les décombres d'un foyer détruit par le chagrin.
Carrie a affirmé plus tard qu'il s'était senti négligé par des parents obsédés par la recherche de leur fils disparu, puis plus tard obsédés par le miracle de son retour. Le traumatisme du foyer a tourné au monstrueux chez Carrie. En 1999, près de 2 décennies après l'évasion de Steven, le nom Stenney est revenu à la une des journaux. Cary Stenney a été identifié comme le tueur de Yosemite, responsable des meurtres brutaux de Carol Sinde, de sa fille Julie, de leur amie Sylvina Pelosso et de la naturaliste Joy Ruth Armstrong. L'ironie était aussi forte qu'horrifiante, le monde avait célébré la famille Stenney pour avoir produit un héros qui avait sauvé un enfant, pour découvrir ensuite que la même famille avait abrité un tueur en série. Cette affaire reste une étude sinistre de la façon dont le traumatisme peut se propager dans un arbre généalogique, produisant à la fois la forme la plus élevée d'abnégation et les profondeurs les plus abyssales de la dépravation humaine.